Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle semaine et quelle semaine qui démarre. Nous sommes le lundi 8 septembre, mettons-nous d'accord autour de Jules Laurence. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef de Frontières. Brice Sokol, politologue, essayiste, vous avez publié avec Frédéric Dabi Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube et vous êtes en train d'écrire la suite. Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, bonjour à vous. Et Serge Guérin ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Vous le connaissez, il intervient régulièrement dans les week-ends de Sud Radio, sociologue et qui a publié « Si les vieux aussi sauvaient la planète ». On va évidemment revenir sur le dernier vote à l'Assemblée cet après-midi, vote de confiance. Il semblerait quand même que François Bayrou soit sur le départ. Qui pour le remplacer? Bref, beaucoup de sujets autour de ces derniers jours de François Bayrou. Et puis, évidemment, ce qui a aussi beaucoup animé notre week-end, c'est ces enregistrements qui ont été publiés de deux journalistes, Thomas Legrand, Patrick Cohen, qui ont été enregistrés à leur insu, je précise, dans un café du 7e arrondissement. Ils étaient avec deux socialistes. Et on va y revenir. Je cherchais mon mot du jour. Alors j'ai hésité entre hypocrisie parce qu'on découvre que des journalistes déjeunent ou prennent des verres ou connaissent des politiques, ce qui, pour des journalistes politiques, semble assez normal. Et puis j'ai trouvé, en fait, une fois n'est pas coutume, dans le tweet de Jean-Michel Apathy, le bon mot qui était distance. C'est-à-dire que le problème dans toute cette affaire, c'est la distance qu'il n'y a pas entre ces deux journalistes et les politiques qui sont avec eux, et le propos surtout tenu par Monsieur Legrand qui fait office de stratège. On va réécouter dans un instant, on peut peut-être même réécouter tout de suite un extrait de cet enregistrement, même s'il n'est pas très très bon. Paris, c'est ici, d'ailleurs PL, la police. Nous, on fait ce qu'il faut. Voilà, bon, c'est pas très bon, mais on entend, nous, on fait ce qu'il faut pour Dati avec Patrick. Thomas Legrand a été suspendu de France Inter, pas Patrick Cohen, mais aussi, comme le dit Jean-Michel Apathy, qui ne dit mot consent, puisqu'il ne réagit pas tellement. Et il y a une vraie stratégie politique, ou en tout cas, une certaine analyse qui est faite pour ces deux hiérarques du Parti socialiste. Donc, avez-vous été choqués? 0826 300 300. Est-ce que les journalistes peuvent être neutres? Est-ce que le fait que ce soit deux journalistes du service public aussi pose question? Alors les réactions aussi, c'est là où je disais hors antenne que je trouvais qu'il y avait un niveau de violence qui avait été atteint parce que évidemment on s'est jeté des anathèmes. C'est un journal d'extrême droite, mais l'Incorrect est un journal plutôt classé à droite. Mais est-ce que ça retire à l'intensité des propos, ou au fond des propos qui ont été tenus? 0826 300 300, on attend vos réactions. Vous allez réagir en plateau. On va prendre tout de suite un auditeur, Olivier, qui nous appelle de Levallois-Perret. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous avez qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez été choqué? Vous vous êtes dit les journalistes et les politiques, c'est bien connu, il y a une connivence? Alors il y a une connivence, mais je pense qu'elle est normale. Ce qui me rend furieux, c'est pas de découvrir que l'eau ça mouille. Il est évident que depuis Mitterrand, qui avait tout fait pour que mettre dans le service public que des gens qui étaient à gauche, tout le service public est à gauche. Enfin, si vous voulez savoir ce qui se passe vraiment dans ce pays, vous regardez pas les journaux du mainstream, mais ils sont tous à gauche. Alors des fois ils ont raison, mais souvent c'est toujours matinée de quelque chose. Mais ce qui me rend furieux là-dedans, c'est pas de découvrir que Cohen et Legrand sont des gens de gauche, très ancrés à gauche et qui se servent de leur job pour la promotion de leurs idées. C'est que je vous fiche mon billet, que quand tout ça sera retombé, rien ne changera. C'est ça qui me rend dingue. C'est qu'on a un exemple de plus que la moitié des journalistes, enfin la totalité quasi des journalistes sur le service public sont à gauche, mais même dans les administrations, partout ailleurs, et que rien ne change malgré le fait qu'on leur mette le nez dedans. Donc ça me rend fou à cause de ça. Et là, ce qui me fait une petite lueur d'espoir, c'est qu'il s'attaque à Rachida Dati, qui est une personne que j'adore. Et je pense que là,
comme déjà Monsieur Cohen s'était fait un peu crier à mon grand plaisir, mais c'est mesquin parce que ça c'était un plaisir mesquin. Je pense que là, ils n'ont pas intérêt à trop taper parce que là, peut-être que enfin elle est capable de peut-être changer la donne. Mais les deux choses qui sont insupportables pour moi, c'est que, je pense que ça changera quand même pas grand-chose, et que j'en ai marre que la gauche dise qu'elle est tenante de la morale. Je n'en peux plus de la morale de gauche. La morale est à gauche et à droite suivant le sujet. Ouais. Donneur de leçons, peut-être, ce qui revient. Alors, Jules Laurence, vous avez réagi comment parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a l'enregistrement clandestin. On a appris que Patrick Cohen portait plainte pour atteinte à la vie privée. Visiblement, juridiquement, ça va pas forcément tenir. La source qui est l'incorrecte, donc un journal classé plutôt très à droite. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence ? Alors, aucune surprise pour ma part, c'est-à-dire que depuis des années, je fais partie de ceux qui dénoncent le fait que le service public soit devenu une officine militante de la gauche, que le service public ne remplit plus son travail et que des personnalités politiques, des journalistes mis en avant, sont devenus des militants et se servent de cette carte de presse de journalistes justement pour faire passer leurs idées. Je rappelle par exemple des cas très précis. Patrick Cohen, c'était celui qui est quand même l'homme de la dénégation du réel. Vous savez, il avait déni à la mère par exemple du jeune Elias la façon dont son fils était mort. Il avait fait la même chose avec, vous savez, ce jeune Thomas qui était mort dans le bal de Crépol. Il avait réécrit l'histoire. Et ces personnes-là, vous savez, ces journalistes, ils n'ont jamais de sanctions derrière. C'est-à-dire qu'ils peuvent en permanence prendre des positions, mais derrière ils n'auront pas la responsabilité de leurs propos. Ou alors il y aura, vous savez, un droit de réponse qui sera publié plus tard et autres. Finalement, ils n'assument jamais leur responsabilité. Et la force finalement aujourd'hui de cette vidéo, c'est de mettre pour une fois Patrick Cohen et Thomas Legrand, qui sont deux journalistes qui font un peu la pluie et le beau temps sur le service public et toujours pour la gauche, face à leur responsabilité d'avoir des preuves concrètes de ces personnes-là. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est, vous savez, il y a cette logique politique, c'est-à-dire que depuis des années aussi le service public, et je pense notamment aux émissions, vous savez, de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, qui disait lui-même voter pour la France Insoumise et ne jamais inviter le Rassemblement National. Il n'a jamais dit qu'il votait pour la France Insoumise. Si, il a dit qu'il votait pour la France Insoumise, et il a lui-même, en dehors des périodes politiques, dit qu'il n'invitait pas le Rassemblement National parce qu'il le considérait pas comme normal. Et en fait, ça fait des années que des éditorialistes comme Thomas Legrand participent en permanence à vouloir faire cette diabolisation du Rassemblement National à l'encontre de ce qu'est aujourd'hui la réalité de la politique française et de son paysage électoral. Donc en fait, ce service public qui ne remplit plus aujourd'hui son rôle est mis face à ces contradictions, face à une vidéo qui, en plus de ça, on voit, ils avaient tellement l'habitude de le faire. Moi, je suis d'accord que les journalistes peuvent prendre des cafés avec des politiques, mais ils étaient tellement habitués à le faire en fait à ciel ouvert qu'ils en parlent fort dans les cafés et qui sont aujourd'hui dans des petites magouilles de stratèges. Donc pas de surprise pour ma part, et je trouve que c'est une bonne chose que cette vidéo soit sortie. Oui, alors ils ont précisé qu'ils ne connaissaient pas Pierre Jouvet, que c'était l'occasion pour eux de le rencontrer, ce qui est étonnant parce qu'il tourne quand même depuis un petit moment. Thomas Legrand, s'il ne connaissait pas Pierre Jouvet, c'est qu'il ne sait pas faire son métier. Bah oui, parce qu'on le connaît, nous-mêmes on le connaît. Donc je ne sais pas, les uns les autres, Serge Guérin nous a rejoint. Vous allez sortir de votre rôle un petit peu de sociologue peut-être. Il y a aussi de la sociologie derrière, d'une certaine manière. Mais la première chose qui me venait en tête, c'était, vous savez, c'était Albert Londres, le prix Albert Londres, l'inventeur du journalisme d'investigation, qui avait dit, on lui a dit, mais quelle est votre ligne ? Il avait dit, je n'ai qu'une seule ligne, c'est celle du chemin de fer. Alors vous me direz, vu comment marche le chemin de fer aujourd'hui, elle est compliquée comme ligne. Mais en tout cas, c'était intéressant. Donc il y a la culture officielle normale. Alors, déjà, quand on dit journaliste, c'est complexe. Parce qu'il y a un journaliste d'investigation, il y a un journaliste plus d'éditorialisation. Absolument. Et qui sont... Et quand on éditorialise, de fait, on prend position. Donc c'est un journaliste de position, c'est tout à fait admissible, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais donc il y a déjà ce premier questionnement. Il y a un deuxième questionnement assez... alors en effet, il n'y a pas vraiment de scoop. Apprendre que ces deux personnes-là sont plutôt de gauche, c'est le scoop extraordinaire aurait été qu'ils disent qu'ils allaient soutenir Rachida Dati. Oui. Là, il y aurait eu un vrai truc. Bon, là, pour le reste, il y a deux choses aussi que je trouvais intéressantes. La première, c'est à l'époque de François Mitterrand, quand il voulait absolument pas que sorte l'histoire de sa fille cachée, il s'était débrouillé pour que Minute, qui était un journal très très marqué extrême droite, mais comme François Mitterrand avait beaucoup d'accointances de ce côté-là, c'était pas trop compliqué. Et comme c'était sorti dans Minute, du coup, tous les autres disaient, on peut pas.
c'est une information qui vient de l'extrême droite. Là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je dois admettre que je ne connais pas le magazine en question. Voilà, j'ai jamais lu, voilà. Mais visiblement, il n'est pas tout à fait. Non, il est plutôt, voilà, il est plutôt marqué. Plutôt marqué. Mais même s'il est marqué, n'empêche que ça a été quand même repris. Ce qui prouve. Donc, on voit aussi une évolution quand même des représentations, quoi. Mais on nous dit que parce que c'est un journal plutôt classé très à droite, on ne devrait pas tenir compte de l'émetteur, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est décrédibilisé parce qu'il est plutôt classé à droite. Qu'est-ce que vous montrez? Ruquier a bien voté Mélenchon au premier tour. Ah bon? Parce que moi, j'ai toujours entendu dire plutôt Jadot. Il a affirmé avoir regretté par la suite, mais il a quand même voté pour ça. Brice? Oui, moi je trouve que cet épisode affaiblit encore une fois le service public à un moment où il est en grande difficulté. Ça, c'est le premier point. Service public, quand on prend France Télévisions, c'est 2,5 milliards d'euros de budget. Et ils ont bouclé leur dernier budget, le budget de l'année dernière, avec 50 millions de déficit. Donc il y a un enjeu autour de ce service public, de l'audiovisuel. Enjeu que Rachida Dati avait prise en main, puisque vous savez, il y a un projet de loi qui avait été rejeté à l'Assemblée nationale, mais adopté au Sénat sur cette réforme du service public de l'audiovisuel. Donc, une telle séquence abîme encore une fois, en tout cas ces journalistes-là, ces deux journalistes, abîment peut-être l'image que l'on peut avoir du service public qui est aujourd'hui de l'audiovisuel, qui est en difficulté financière. Deuxièmement, il y a le sujet évidemment de la neutralité du service public, c'est ce que vous avez souligné. C'est-à-dire que voilà, nous sommes des contribuables, nous payons ce service public et nous attendons de ce service public de la neutralité. Le service public de l'audiovisuel comme d'autres services publics. Et troisièmement, moi j'attends de voir ce que va dire l'Arcom. Parce que vous vous souvenez dans l'affaire de Guillaume Meurice, Guillaume Meurice avait été, suite à son sketch ou ses propos... humoriste qui avait fait un sketch... sur le conflit israélo-palestinien, je vais citer l'Arcom. L'Arcom a dit... porter atteinte au bon exercice par Radio France de ses missions et à la relation de confiance qu'elle se doit d'entretenir avec l'ensemble des auditeurs est préjudiciable. Voilà. Donc cette relation de confiance, ces deux journalistes-là mettent à mal la relation de confiance entre les Français et les services publics. Je pense qu'il faut vraiment le souligner. Et j'attends de l'Arcom, peut-être, qu'il ait la même jurisprudence qu'il a eue à l'égard de Monsieur Meurice. On va marquer une toute petite pause et on va continuer sur ce sujet. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler, réagir. Comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous avez été étonné? Et puis effectivement, ça pose. Et Gilles Plattret, vous êtes politique. Vous nous parlerez des relations que vous pouvez avoir peut-être avec les journalistes. À tout de suite. Sud Radio. 14h-16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord avec Jules Laurence, Brice Sokol, Gilles Plattret et Serge Guérin, donc Thomas Legrand, Patrick Cohen, attablés avec deux responsables du Parti Socialiste. Jusqu'ici, c'est le boulot aussi des journalistes de rencontrer des politiques. Le propos peut néanmoins interroger, encore une fois, puisqu'on parle d'une véritable stratégie qui est évoquée par Thomas Legrand en particulier. Les relations journalistes-politiques. Ça, elles sont normales. Gilles et là, pour le coup, alors effectivement, peut-être que quand on ne connaît pas du tout le fonctionnement, on peut s'en étonner. Mais l'étonnement ne doit pas reposer sur le fait que des journalistes rencontrent des femmes et des hommes politiques. Ça, c'est normal. C'est même, d'ailleurs, quand on est journaliste politique, le cœur du métier. Donc, on doit aller chercher, qu'il y ait même des relations de confiance qu'on essaye de tisser. Si elle reste distante suffisamment pour garder un peu d'objectivité, aucun souci. Non, moi cette affaire m'en a rappelé une autre. D'ailleurs, elle a été citée ces jours derniers. C'est ce qui s'est passé autour des enregistrements sauvages de Laurent Wauquiez lorsqu'il donnait un cours à l'EM Lyon, c'était en 2018. Alors soyons bien clairs, je ne vais pas défendre ce que Wauquiez disait parce qu'il a raconté une somme de bêtises dans ce cours qui mis bout à bout était quelque chose d'absolument
hallucinant. Mais à l'époque, moi j'étais porte-parole des Républicains, un parti que j'ai quitté depuis, mais on avait le lundi matin, après une séquence qui était carrément passée sur le 20h de France 2, sur cet enregistrement. On s'est retrouvé avec une centaine de journalistes dans la salle de presse des Républicains. Ça n'avait pas dû arriver depuis 1958, si vous voulez. Donc c'était assez incroyable. Et là, personne ne se posait la question de savoir si c'était enregistré d'une manière régulière ou pas. D'ailleurs, depuis les archives sonores sont ressorties, et M. Cohen lui-même avait dit à l'époque que de toute façon, c'était le boulot du journaliste de récupérer tout élément qui pouvait... On l'a récupéré parce que c'est effectivement... Non, on l'a pas préparé, mais nous on l'avait avec Juliette Ruffol sélectionné parce que c'est aussi faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, et le deux poids deux mesures. Écoutez. Je rappelle que c'est pas un bureau politique de LR qui a été espionné, c'est pas un rendez-vous secret, une enceinte scolaire ou universitaire, c'est un endroit public. Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique, moi, qui me semble tout à fait légitime, et le résultat est très intéressant. Ouais. Voilà, donc effectivement, bon, on se souvient de tout ça. Donc après, très honnêtement, je trouve que c'était, voilà, on a défendu le bout de gras sur le fond parce qu'on était obligé de le faire comme porte-parole. Mais il y avait une démarche. Alors le seul problème, c'est la juxtaposition à l'époque des petits bouts de, donc ça faisait un truc apocalyptique, etc. Là, c'est une séquence très courte, même s'il y a plusieurs enregistrements que l'Incorrect a publiés. Il n'en reste pas moins que, moi, j'y vois deux difficultés. Évidemment, la première, vous l'avez rappelé, nous sommes avec des journalistes du service public, ça change complètement la donne. Moi, je n'ai pas de problème avec les opinions politiques des uns et des autres, même si, chacun le sait, un sondage avait été fait au moment de la présidentielle qui a permis à François Hollande d'être élu président. Rappelez-vous, dans les écoles de journalisme, on était à 80-90% de votants pour François Hollande. Mais à la rigueur, peu importe, c'est pas le souci. J'admets parfaitement les différences d'opinion. Là, on est sur le service public, ça change complètement la donne. Si l'objectif, l'impératif de neutralité n'est pas respecté sur le service public, et il ne l'est pas, chacun le sait, chacun le sent, chacun le voit et l'entend, alors effectivement la démocratie est en danger. Et derrière tout ça, c'est une crise de confiance qui vient s'accélérer, qui vient s'ajouter à la crise de confiance politique. La confiance dans les journalistes est ébranlée, et pour le coup, pour tout le monde, parce que tout le monde, finalement, est entaché par ce qui se passe là. Et aux yeux des Français, cette corporation qui est juste totalement consubstantielle à la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans journalisme et liberté d'expression. Mais cette corporation-là en prend finalement pour tout le monde, même ceux qui font honnêtement leur travail. Et je pense que ça participe à l'écroulement du cadre démocratique qu'on est en train de vivre. On va reparler dans un instant des soubresauts parlementaires et qui participent même de la ruine de la France telle qu'on l'a connue et telle qu'on la voudrait. Et donc là, aujourd'hui, c'est un nouveau pilier qui est attaqué. Donc oui, le service public est en cause. Oui, sa neutralité est bafouée, mais surtout, c'est aussi l'édifice démocratique français qui se trouve désormais fragilisé par cette connivence qui est juste assommante. Enfin, c'est indéfendable de toute façon. Vous vouliez revenir, Serge Guérin, sur le slogan de France Télévisions, affiché sur la façade à la rentrée de France Info TV. L'information n'est pas une opinion. Oui, c'est très intéressant. C'est quand même paradoxal, hein. Parce que moi, je l'avais dénoncé, j'avais posé la question au rédacteur en chef de France Info TV, qui avait défendu cet argument, mais si, tout choix est une opinion. Je peux faire. Déjà, premier élément, il y a des études depuis les années 85, c'était la revue Média Pouvoir qui avait commencé avec La Croix, et d'ailleurs c'est toujours La Croix qui sort tous les ans le baromètre de confiance. Et c'est quand même intéressant, et globalement, cette année, on est à 32% de confiance dans les médias. C'est quand même très faible. Ah oui. Donc la seule catégorie où il y a moins de confiance, c'est les politiques. Ce qui est quand même un vrai sujet pour notre démocratie. Hein. C'est pas, j'en ris pas, c'est pas positif. Voilà. Et évidemment, cet événement-là, y contribue, ou y contribuera. Tout le monde mettra dans le même sac, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on le sait. Alors toutes les théories de sciences de la communication vont dans le même sens. C'est ce qu'on appelle l'agenda. C'est les médias qui fixent l'agenda. Ensuite, qui ne font pas nécessairement penser les gens comme il faudrait, ou comme les médias voudraient. Par exemple, tous les médias étaient pour Maastricht, et finalement, les Français ont voté contre. Vous voyez, vous avez des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est eux qui fixent l'agenda. Et en fixant l'agenda, on parle de ça ou on parle de ça, c'est de fait prendre position. Alors, à tort ou à raison, il faut bien hiérarchiser l'information. Il y a des choses plus importantes que d'autres, ainsi de suite. Mais l'information, de fait, est au départ une opinion. Ensuite, on doit la faire connaître de manière la plus neutre possible. À partir de là, chacun construit son opinion. Et ça me faisait aussi penser à
grand papa de la sociologie, Max Weber, qui disait éthique de conviction, éthique de responsabilité. C'est le savant et le politique. C'est un des plus grands livres qui soit, où il dit le savant, il doit se fonder et puis il doit chercher un consensus sur la connaissance. Le politique, il est toujours pris entre ces deux éthiques, ses convictions et en même temps ses responsabilités. Et d'une certaine manière, le journaliste est du côté des politiques. C'est-à-dire qu'il a droit d'avoir évidemment des convictions, mais si les faits vont contre ses convictions, sa responsabilité, c'est de donner les faits. Donc c'est aussi cette difficulté. Donc on n'est jamais neutre à 100%. Et nous, on n'est pas journalistes, on l'est pas. Mais la première des objectivités, c'est de savoir qu'on est subjectif. Et à partir de là, on construit par rapport au métier qu'on a. Je suis enseignant, je vais dire des choses, même si elles me font pas plaisir. Je dis toujours, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis d'abord factuel. La lucidité, la blessure la plus proche du soleil, disait René Char. Il faut y rester à ça. C'est quand même la boussole qui devrait être celle de tout médiateur, on pourrait dire. Bien sûr. Je pense qu'il y a une aspiration aujourd'hui des Français à savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds lorsqu'ils ouvrent un média. Ils le savent, c'est là où je disais hypocrisie, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas que Patrick Cohen et Thomas Legrand ont des affinités je vais vous montrer à gauche. un exemple du 2 poids 2 mesures justement dans le service public, un exemple qui est très concret. Vous connaissez, il y a un multimillionnaire qui s'appelle Mathieu Pigasse, qui est quelqu'un qui a un vrai projet politique engagé, qui dit qu'il veut faire justement perdre la droite aujourd'hui, faire gagner la gauche aux prochaines présidentielles. Il a d'ailleurs soutenu le NFP. Eh bien Mathieu Pigasse, c'est tout simplement celui qui produit les émissions de C'est à vous à travers sa société Media One. Enfin, il fait partie des gens qui produisent. Il a des parts dans cette société. Bien sûr, mais il fait partie des gens qui produisent aujourd'hui C'est à vous et Patrick Cohen. On a d'autres exemples dans le service public. On a quelqu'un comme Renaud Levant-Kim, qui est la personne qui a créé Brut. Donc Brut, un média pour les jeunes de gauche. C'est également celui qui a créé, vous savez, cette fameuse série sur le service public qui s'appelait La Fabrique du mensonge, qui était justement cette série qui a réécrit l'affaire Lola en disant qu'au final, le problème dans l'affaire Lola, c'était l'extrême droite. Donc vous voyez qu'aussi, au sein du service public, vous avez aussi des actions, des personnes qui sont des multimillionnaires, qui en fait financent avec de l'argent et qui en fait instaurent un projet politique au sein même du service public. Donc là aussi, il y a une aspiration des Français à savoir en fait qui produit ces émissions, dans quel but, pourquoi. Est-ce que c'est vraiment le rôle du service public d'accueillir quelqu'un comme Mathieu Pigasse qui à la fois rachète des festivals dans un projet politique, à la fois rachète des médias dans un projet politique. Je veux dire, à un moment, si on avait la même chose avec Vincent Bolloré qui produisait dans le service public, Pierre-Édouard Stérin qui produisait dans le service public, je pense que beaucoup de Français se diraient mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le service public est toujours neutre? Oui, moi je voudrais revenir sur ce que disait Gilles, un sentiment que je partage et qu'on a analysé dans le livre avec Frédéric, c'est que cette défiance d'une majorité de Français à l'égard de ceux qui nous gouvernent. Et jamais la dichotomie entre la politique nationale et la politique locale n'a été aussi importante, aussi forte qu'aujourd'hui. Et ce genre d'événement renforce la défiance à l'égard de ce monde un peu parisien, politico-médiatique, et je trouve que les effets vont être dévastateurs encore une fois. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Le second point, on est à quelques mois des élections municipales et à 18 mois des élections présidentielles, et bien évidemment, pour la première fois sous la Ve République, il faut bien le souligner, on va avoir une vraie campagne de presse d'opinion. Mais encore faut-il que chacun se dévoile. Voilà. Ça c'est un principe de transparence à l'égard d'une majorité de Français. Voilà, qui fait quoi? Quel journal a quelle opinion? Quel média a quelle opinion? Parce que ce sera aussi une campagne d'opinion, une campagne de médias. Évidemment, évidemment. On se retrouve dans un instant et on va revenir. Vous pouvez réagir à 0826 300 300 sur cette affaire Legrand Cohen. Et puis François Bayrou vraisemblablement va quitter le gouvernement. On y revient avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Les débats commencent désormais à 10h, à 11h30 les médias. Et nous recevrons les Chevaliers du Fiel, l'événement médiatique de cette rentrée sur Sud Radio. Et ce soir, je vous signale un direct, Philippe David, Cécile de Ménibus, qui analyseront les résultats du vote de confiance. Ce sera sur Sud Radio à partir de 20h. Enfin, je pense qu'ils seront là un petit peu avant. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette affaire Thomas Legrand, Patrick Cohen à suivre. Moi, la question, c'est pourquoi Thomas Legrand est suspendu et pas Patrick Cohen. Thomas Legrand parlait, il part du principe, je pense, dans leur défense, qu'il n'a pas pris la parole. Qu'il ne dit mot qu'on sent. C'est ça.
c'est voilà. Cette interrogation, du moins. Mais bon, à suivre et à voir. Effectivement, ce matin, Sébastien Chenu a annoncé qu'il faisait, comment on dit, qu'il saisissait l'article 40 au procureur pour effectivement qu'il y ait une enquête. Pourquoi pas une enquête parlementaire sur le service public? Honnêtement, à l'heure où les députés ne peuvent plus voter de grandes lois parce que les équilibres politiques sont ce qu'ils sont, je pense que l'Assemblée nationale se grandirait en montant une commission d'enquête. C'est une des grandes missions du Parlement. Et là, une mission d'enquête sur la neutralité du service public de l'information mériterait tout de même de poser un certain nombre de principes et de réalités sur la table. Voilà. Pour le coup, c'est le travail des parlementaires. Et ça ne me choquerait pas que ça puisse se mettre en place. Le sujet du jour, c'est malgré tout ce vote de confiance. François Bayrou qui a quand même fait la tournée de tout ce qui était possible. Peut-être pas Gulli, il manquait Gulli, peut-être dans son agenda brut. C'est à vous, le journal de 20h. Il a expliqué qu'il était là pour convaincre les Français. Malgré tout, ce vote de confiance va intervenir aujourd'hui. Peu de chance qu'il en réchappe. Brice Sokol, comment vous l'analysez avec cette tournée de François Bayrou pour justifier son budget? François Bayrou, je me souviens au printemps, son objectif c'était d'alerter les Français sur le surendettement. Voilà. Donc il a fait campagne pendant 6 mois. Il a hésité d'ailleurs à faire un vote de confiance, c'était au mois de février. Puis il a interpellé le président de la République en disant pourquoi pas proposer un référendum. Le président de la République, évidemment, l'a refusé. Et puis, il a continué. Il s'est exprimé 3 fois, je crois, au mois d'avril, en juillet, puis là, tout récemment, pour alerter les Français sur la situation financière du pays. Mais je pense que depuis Barnier, les Français sont au courant de la situation financière du pays. Je pense qu'on attendait de François Bayrou des solutions et des propositions, surtout pour un homme du centre qui a fait carrière sur le compromis, sur le modèle allemand. Et finalement, c'est un François Bayrou qui... Moi, je me suis posé la question, mais qu'a-t-il fait au mois de juillet? Qu'a-t-il fait au mois de juin? Pourquoi n'a-t-il pas ouvert des négociations avec les oppositions? Et pourquoi ce vote de confiance? Bien sûr. Non, mais c'est, le vote de confiance, en fait... Vous êtes politologue, je vous pose la question. Non, c'est d'où lui vient cette... Le vote de confiance, il y en a eu à peu près 41 sous la Ve République. Alors souvent, ce sont des discours de politique générale, mais pas que... on peut faire des votes de confiance sur des thèmes particuliers. Moi, je me souviens, Pierre Mauroy, qui avait été le premier ministre de François Mitterrand, en avait fait 2. Un, c'était sur la grande réforme économique proposée par François Mitterrand. Un second sur la politique industrielle. Michel Rocard en a fait, Bérégovoy en a fait, Alain Juppé en a fait. François Fillon a été le dernier à avoir fait un vote de confiance sur la politique étrangère de la France. Et tout récemment, le dernier qui est engagé un vote de confiance, c'était l'ancien Premier ministre. Ça a été 2 fois Édouard Philippe et 1 fois Castex. Mais eux, ils l'ont fait en ayant une vraie majorité. Là, l'incompréhension pour une majorité. Et c'est pour ça qu'on parle d'harakiri, de sacrifice. Moi, j'aime pas le mot sacrifice, mais en fait, c'est chronique d'une mort annoncée. J'ai fait les calculs, brièvement, pour nos auditeurs. L'Union de la gauche, c'est 192 parlementaires. Le Rassemblement national, c'est 123. Les amis, les proches d'Éric Ciotti, c'est 15. Donc là, on a déjà 330 parlementaires qui vont voter, qui ne vont pas voter la confiance. La majorité est à 289. Vous rajoutez à cela une partie d'LR, LR qui a 49 parlementaires. Hier, j'entendais la moitié ne voterait pas la confiance. Et dans le groupe Lyotte, où vous en avez 23, vous en avez peut-être aussi la moitié qui ne vont pas voter la confiance. Donc c'est chronique d'une mort annoncée aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Mais ce qui est déceptif, c'est que on attendait des solutions, on attendait des propositions, on attendait un Premier ministre qui soit en capacité de dialoguer avec les oppositions. Et paradoxalement, ça n'a pas été le cas. Oui, parce qu'ils étaient en vacances, a dit François Bayrou. Non, mais c'est ce qu'il a dit. En gros, ma formule, non, mais bien sûr, François Bayrou est rentré par effraction, vous vous souvenez, parce que... Bien sûr, il a forcé la porte. Il a forcé la porte. Très clairement. Et moi, je dis, il part en claquant la porte. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu l'image que j'ai de François Bayrou. On lui a donné sa chance. Je pense qu'il l'a espéré pendant plusieurs années. Je pense qu'il est toujours sur cette logique des élections présidentielles. Mais je trouve qu'avec ce vote de confiance perdu, il sait qu'il est perdu. Je trouve que, encore une fois, on n'aura pas de budget. Ça abîme la France, ça abîme le rapport des Français avec le Parlement.
Et puis, ça montre encore notre incapacité à pouvoir dialoguer ensemble. Bien sûr. Jules Laurent. Je pense que François Bayrou est arrivé en n'ayant rien à perdre. Et pourtant, il n'a rien fait pendant 9 mois. Et il appartient, selon moi, à cette tradition d'homme politique, vous savez, qui retrouve du courage au moment où il commence à perdre le pouvoir. C'est-à-dire, c'est peut-être même la jurisprudence Darmanin. Vous savez, Darmanin qui, lorsqu'il quitte Beauvau, reconnaît que devant le Stade de France, ce n'étaient pas des supporters anglais, finalement, qui ont foutu la pagaille. Et de la même manière, qui reconnaît qu'en ayant quitté le pouvoir, que finalement, il n'y a plus de zone safe en France. Et donc, je pense qu'il y a la même chose à son départ. Paix à son âme. Colombe, François Hollande qui parle de partition, et tous ces gens qui finalement perdent le pouvoir retrouvent à ce moment-là une envie politique de tenter, d'essayer. Et je pense que c'est complètement déprimant, ça casse le lien démocratique avec les Français, parce que finalement, les Français ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait depuis 9 mois? Il essaie de faire de la tambouille politicienne, il essaie de se maintenir au pouvoir, mais alors qu'il a rien à perdre, il ne fait même pas de politique. Et je rajoute à ça, pour moi, l'élément essentiel de la fracture démocratique, c'est le rapport au peuple, c'est-à-dire que avec Emmanuel Macron et lui, depuis quelques mois, et on entend dire que finalement aujourd'hui c'est la responsabilité des Français. Donc la dette c'est la responsabilité des Français, les Français ils votent mal, ils ont mal fait pour l'Assemblée. Mais pardon, mais les Français, vous ne convoquez jamais leur volonté populaire, vous ne prenez jamais assis sur un référendum. Si je dis pas de bêtises, il me semble que le général de Gaulle en 11 ans c'est 5 référendums. Depuis 20 ans, une vingtaine d'années, nous avons eu un référendum, donc en 2005, et qui en plus de ça n'a pas été écouté avec Sarkozy et Lisbonne en 2007. Donc finalement, Sarkozy, on peut prendre même Chirac, tout ça, on a un référendum avec Hollande, Macron, donc on a un rapport qui est cassé en fait avec le peuple aujourd'hui, et on vient mettre en plus de ça la responsabilité sur les Français. Non, là je comprends complètement l'envie de dégagisme aujourd'hui qu'il y a en France, cette classe politique qui, encore une fois, en fait, ne change pas. C'est la même qu'on a depuis des années, qui est centriste, qui prend le pouvoir par le centre, qui ne propose rien, qui ne donne plus de projet à 10 ans, à 15 ans, d'envie d'aller quelque part. Et ces gens-là, qui de LR au PS finalement ont pris le pouvoir, ont mis en fait sur un plateau, ont servi sur un plateau aujourd'hui le Rassemblement National et la France Insoumise, qui ont des projets clairs qui leur permettent eux de penser à 15 et 20 ans. Oui, Serge Guérin. Alors, moi je vais prendre la défense de François Bayrou, enfin en tout cas au tout début. Parce que vous qui êtes spécialiste des boomers... C'est ça, justement, je vais y venir. Mais première chose, il a contribué à de la pédagogie au débat en relançant la question de l'endettement et tout ça. J'avais demandé à Via Voice de me faire un petit sondage, et je voulais voir si jeunes et vieux, justement, il y avait un écart sur cette question-là. Globalement, je vais vite, les plus de 60 ans, 90%, ils ont compris qu'il y avait un gros problème, et les jeunes à plus de 80%. Donc il n'y a pas d'écart, c'est intéressant, il n'y a pas de guerre des générations sur la question de l'endettement et du déficit. Tout le monde a compris qu'il y avait Voilà. Après, c'est les solutions. Et personne n'a compris les solutions de François Bayrou. Deuxième chose, j'aurais voulu le défendre, mais à peine, c'est il a remis en selle Pierre Mendès France. J'étais intervenu une fois devant des députés, et j'avais été sidéré en voyant leur regard. J'en voyais une qui me regardait en disant ce nom-là me dit quelque chose, mais je vois pas trop qui. Là aujourd'hui, sauf qu'évidemment, il prend la posture de Mendès France, n'est pas Mendès France qui veut. C'est comme ceux qui jouent gaulliste, quoi. Mais n'empêche que ça, c'est les deux éléments vaguement positifs. Ensuite, en effet, il n'a pas fait le travail qu'on pouvait attendre de sa part, en disant j'ai rien à perdre, et donc j'y vais. Je dis voilà, et j'essaie de discuter. La CFDT sur un certain nombre de choses était prêt à discuter, à avancer. Il n'a pas du tout su aller avec eux. Enfin, il n'a pas su faire de la politique. Et c'est Jean-François Revel qui disait le problème des politiques, c'est qu'ils n'ont pas de politique. Et lui, il est complètement là-dedans. La politique, c'est pas vouloir être nommé. La politique, c'est qu'est-ce que je fais de cette nomination. Et là, on a senti que le garçon était un petit peu perdu par rapport à ça. Et par ailleurs, ce concours de je vais trouver qui est responsable et de finir sur les boomers, au-delà du fait que c'est ignoble, en plus, c'est complètement idiot, y compris politiquement d'ailleurs. Voilà. Et donc, du coup, au final, en effet, on parle de confiance. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça génère, comme pour le débat précédent, ça génère encore plus de défiance et encore plus d'aquabonisme, quoi. Bon, en fin de compte, ils sont tous incapables. Il y a quand même quelque chose autour de ça. Et donc, ça veut dire quoi? Après, on va s'étonner, les gens vont pas voter. Ils vont voter pour qui, pourquoi, comment? Oui, donc il y a quand même quelque chose là, très très lourd. Il aurait pu au moins faire une pédagogie jusqu'au bout, en disant voilà ce qu'on peut faire, ainsi de suite, et essayer, puisqu'il est officiellement centriste, essayer de trouver des majorités d'idées. C'était Edgar Faure qui disait il faut trouver des majorités d'idées. Je partage avec Edgar Faure une calvitie, c'est à peu près tout, mais bon voilà. Mais en tout cas, c'était important. On va trouver dans cette période-là où en effet il n'y a pas de majorité, justement, on pouvait peut-être trouver des majorités d'idées. Pour ça, je me dis que peut-être qu'il faudrait avoir un gouvernement plus de techniciens, je sais pas, une autre réponse pour. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Alors c'est peut-être une piste. On va en reparler effectivement.
quid de la suite après Bayrou? Et puis on aura Jean-Jacques qui nous appelle de Beaumont de Lomagne, qui lui est très inquiet. 0826 300 300. Que va-t-il se passer après François Bayrou? À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio 0826 300 300, quid de l'après Bayrou? Il y a peu de chances qu'il survive à son vote de confiance. On a Jean-Jacques en ligne avec nous. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Valérie. Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Vous nous appelez de Beaumont de Lomagne, oui. Peut-être un point de géographie? Ça se situe dans le Tarn-et-Garonne, pas très loin du Gers, et pas très loin de la Haute-Garonne. Je l'aurais dit à votre accent, hein, je l'aurais deviné. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais disons, on retombe dans l'inquiétude parce qu'on n'a pas de cap, on ne sait pas où on va. Et quand on doit gérer des entreprises et qu'on doit donner de l'avenir, on ne sait pas sur quel pied danser. Ouais. Donc, quand on voit le nombre de PME et TPE qui sont en difficulté, quand on voit les difficultés du monde agricole, quand on voit tout ce qui nous arrive, le Mercosur pour la partie monde agricole, plein de problèmes qu'il peut y avoir à droite à gauche, l'insécurité, le vol qui augmente dans les zones rurales, la partie médecins qui disparaissent sur les zones rurales, les pharmacies qui doivent être réduites. Enfin, tout ça, on est vraiment dans un flou total et on ne sait pas quel cas pourra la France. Donc c'est de l'inquiétude permanente. Ça fait 20 ans qu'on nous fait plonger petit à petit, même depuis 40 ans ça a glissé, mais là dans 20 ans on plonge rapidement. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Jacques, vous? Moi je suis agriculteur. D'accord. Oui, donc vous êtes effectivement en première ligne pour ressentir effectivement ces blocages et les dysfonctionnements. Merci de votre appel, Gilles Platret. Tout à l'heure, Serge Guérin évoquait un gouvernement de techniciens. En fait, si vous voulez, on peut s'interroger longtemps sur les motivations de François Bayrou. Est-ce que c'est un suicide politique? Est-ce que c'est une sortie en prenant l'ensemble des Français à témoin pour préparer 2027? J'aurais plutôt tendance à penser, en connaissant un peu l'animal politique, enfin le connaissant pas personnellement, mais le voyant agir depuis tant de décennies, que c'est ce qu'il a derrière la tête. En gros, je prends les Français à témoin et donc je serai celui qui aura dit les choses. C'est pas de ma faute. Je me représenterai. Alors oui, d'une façon très malhabile d'ailleurs, mais enfin c'est pas un orateur et très honnêtement, il a plus le même tempo que les journalistes qui l'interrogent. Moi, ça m'a quand même frappé sur toutes les séquences. Il lui faut au moins 3 secondes pour formuler. Alors ça, c'est la vieille méthode, si vous voulez. 3 secondes pour formuler sa pensée. Alors peut-être qu'elle en est plus profonde, mais en fait, il y a un décalage et ça lui amène dans des moments où il accélère un peu le débit à raconter des bêtises comme pour les boomers en fin d'interview. Cette énorme bêtise, il l'a sorti quand même dans la dernière seconde de l'interview de boulot. Donc tout ça pour dire que quelle que soit la motivation de Bayrou, la vraie difficulté, c'est que Bayrou ou un autre, rien ne changera jamais dans le contexte politique qui est le nôtre. Donc c'est Bayrou aujourd'hui, c'était Barnier hier, la méthode, le style sont différents, mais le résultat est le même, et ça sera le prochain que M. Macron nommera, sauf s'il décide de convoquer de nouvelles élections législatives par une nouvelle dissolution. La vraie difficulté, vous avez parlé tout à l'heure de majorité d'idées, et ça m'a fait penser à cette phrase du général de Gaulle dans son tome 3 des Mémoires. Il parle d'Albert Lebrun, dernier président de la Troisième République, il lui a dit, finalement, comme chef de l'État, il lui a manqué 2 choses, qu'il y eut un chef et qu'il fût un chef et qu'il y eut un État. Et en fait, pour une majorité d'idées, il faudrait une majorité, il n'y en a pas, et il faudrait surtout des idées. Alors certains parlementaires en ont, je ne vais pas jeter tout le monde dans la mémo, mais les partis politiques tels qu'ils s'organisent aujourd'hui ont confisqué la démocratie pour des intérêts qui sont les leurs et ne sont plus dans le débat d'idées. La crise démocratique que nous vivons, c'est une crise des partis politiques qui ne représentent qu'eux-mêmes et plus les Français. Il y a eu des périodes, alors ils ont toujours été un peu comme ça, mais il y a des périodes où l'intérêt supérieur prenait le pas sur la tambouille. Là, nous sommes retombés dans une période de tambouille. Et donc, la solution, peut-être, moi c'est celle que je préconise depuis le résultat de la dissolution. La solution, c'est un gouvernement technique. Je rappelle une chose, je crois que je l'avais dit d'ailleurs à ce micro il y a quelques mois.
Lorsque De Gaulle, à la fin de la crise algérienne, veut refonder le système politique français, il va chercher un Premier ministre qui n'est pas politique, qui s'appelle à l'époque Georges Pompidou, qui est tout sauf un politique, qui n'a pas été élu, qui est sur un profil très technicien. Il est devenu politique par la suite, évidemment, avec la carrière qu'on lui connaît. Mais cette idée, d'ailleurs De Gaulle le dit dans ses autres mémoires, les mémoires d'espoir, je voulais un profil qui ne soit pas politique. Dans la situation actuelle, qu'on aille chercher une figure de la société dite civile, un grand chef d'entreprise, un grand militaire. Moi, je rêve que le général de Villiers, par exemple, arrive à Matignon. Mais ça mettrait tout le monde devant ses responsabilités, parce que lui n'a pas de compte à rendre à des organisations partisanes. Vous voyez bien qu'en fait, dans la situation telle qu'elle est, il faut trouver une autre solution. Elle ne peut pas être politicienne. Bah, on verra la suite. Alors, vous évoquiez la façon dont François Bayrou s'exprimait et parfois ce qui lui fait dire des conneries. Je n'ai pas d'autre mot. Jules Laurence, c'est votre coup de gueule. Bien sûr, moi ça a été vraiment ce qui m'a le plus énervé finalement de tout le week-end. Alors je vais replacer un peu le contexte lors d'une interview à Brut. Brut, c'est un média 18-25 digital qui est vraiment ancré à gauche et notamment sur la question de ce qu'ils appellent les bavures policières. C'est vraiment leur fonds de commerce. Et François Bayrou, lors de cette interview, il a reconnu l'existence de contrôle d'identité au faciès face aux journalistes. On va écouter, on va l'écouter. C'est super. Et les jeunes ont évidemment des choses à dire sur ce point. C'est vrai qu'il y a plus souvent des contrôles selon la situation, le quartier, la couleur de la peau. Je dis pas le contraire, mais je pense que les forces de sécurité sont vitales pour un pays, vitales pour sauver des gens tous les jours chez nous. Vous parlez des contrôles aux faciès, c'est ça, quelque part ? Oui, sûrement. Je n'ai pas de doute qu'un certain nombre de jeunes dans certains quartiers sont contrôlés plus souvent que d'autres jeunes dans d'autres quartiers. Et pour moi, finalement, on est dans la continuité de notre discussion sur la déconnexion, finalement, de ces élites. Alors, je trouve ça, déjà, d'une hypocrisie incroyable et absolument insupportable, parce qu'on est quand même sur un personnel politique qui est largement protégé par la police, qui bénéficie de sécurité. C'est comme la France Insoumise, vous savez, les députés Thomas Portes, qui en permanence insultent la police et en même temps bénéficient d'une protection policière. Ça, je trouve ça insupportable. Et il y a aujourd'hui, avec des propos comme cela, finalement, un continuum de la détestation de la police en France. Vous partez de la France Insoumise qui dit que la police tue partout, jusqu'à aujourd'hui comment il s'appelle, Bayrou, j'en perds son nom, j'ai déjà oublié qu'il était Premier ministre, Bayrou qui lui va jusqu'à dire finalement il y a des contrôles aux faciès, et c'est absolument insupportable parce que là il s'adresse à la jeunesse, vous savez, dans ce média aujourd'hui de gauche, d'autant que je ne suis pas sûr qu'il tiendrait ces mêmes propos aujourd'hui si jamais il se présentait devant Gilles Boulot par exemple au TF1. Je pense qu'il y a aujourd'hui même une adaptation du discours en fonction des médias, ce qui je trouve est absolument insupportable. Et là où je vais encore plus loin, c'est vraiment sur cet aspect aujourd'hui de dire que la police en fait du contrôle aux faciès, c'est vraiment méconnaître ce qu'est aujourd'hui l'institution policière. Premièrement, la réalité du terrain. La réalité du terrain, parce que la police en fait elle intervient là où il y a des problèmes, dans les zones à risque. Elle va là où il y a du trafic de drogue, là où il y a de la délinquance, là où il y a de la criminalité. Parfois, de plus ça, il faut rappeler, Valérie. Et puis parfois elle intervient aussi dans des zones où il y a moins de risques. Où il y a moins de risques, mais il y a des gens qui se plaignent parfois d'être contrôlés en disant oui bon ok moi je vais peut-être passer au feu orange mais il y a des délinquants à côté. Oui, ça c'est vrai. Bon, bref, mais bon, c'est pas le sujet, pardon. Et là où en plus de ça je trouve ça absolument insupportable, c'est cette représentation qui va donner de la police qui serait en fait en lame de fond d'un point de vue idéologique une police vous savez finalement blanche qui va elle-même aller interpeller les personnes qui seraient noires ou arabes dans les quartiers. Mais pardon, mais en fait il y a plus de diversité aujourd'hui dans la police qu'au sein du MoDem ou au sein de la France Insoumise. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est méconnaître aujourd'hui ce qu'est la police aujourd'hui. Vous allez en Seine-Saint-Denis, moi je connais beaucoup de personnel de la BAC en Seine-Saint-Denis, mais c'est des noirs qui sont policiers, qui sont fiers de porter l'uniforme et qui arrêtent effectivement parfois des personnes qui sont noires ou arabes. Pas toujours, mais je veux dire c'est méconnaître sa propre institution. Donc il y a une hypocrisie incroyable, il y a une déconnexion et en plus de ça il y a une irresponsabilité qui lui est propre sur ce sujet, à légitimer ce continuum aujourd'hui de détestation de la police qui part finalement de la France Insoumise jusqu'au MoDem. Ouais.
Réaction? Entièrement d'accord. Enfin, je pense que j'avais pas entendu la séquence, donc je réagis à chaud. Je pense que, il est en train là aussi d'essentialiser des choses qui sont beaucoup plus pratico-pratiques. Sur le terrain, nos policiers vont là où les problèmes se posent, et ils se posent partout. Soyons bien clairs. La montée de la criminalité n'est pas simplement l'affaire de certains quartiers. Elle est aussi dans les centres-villes. Vous avez vu ce qui s'est passé peut-être ce week-end à Dijon, qui est la capitale de ma région, où des fusillades ont eu lieu et visiblement des règlements de compte sur de fonds de trafic. Et donc la police n'a pas à se demander quelle est la couleur de la peau. Elle intervient. Et donc je pense que c'est grave. Alors ça rejoint effectivement ce qu'on a dit. Je pense que M. Bayrou perd pied en termes de communication. Ça c'est clair. En tout cas c'est manifeste depuis une semaine. Mais c'est grave parce que de surcroît, et de la préoccupation que nous avons, lorsqu'un événement survient, il laisse toujours des traces dans l'opinion. Et il ne faut pas croire qu'une parole retombe dans l'oubli immédiatement. Non. Elle sera reprise, notamment par LFI, qui évidemment, il fera son beurre en disant, regardez, même Bayrou est d'accord avec nous, contrôle aux faciès, etc. Donc, racisme de la police, c'est ce que ça veut dire, quand on décode un petit peu tout ça. Donc, c'est gravissime. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une séquence qui est en train de se terminer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de bêtises qui se débiteront après M. Bayrou, mais là, on est arrivé quand même en limite d'exercice. Bon, on va se retrouver après les infos et on va revenir sur vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va parler de la taxe sur les pourboires et puis avec vous Gilles, cette judokate française qui a refusé de serrer la main de son adversaire israélienne. À tout de suite après les infos. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Jules Laurence, rédacteur en chef de Frontières, Brice Sokol, politologue, essayiste, co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous tous la même langue, paru aux éditions de l'Aube, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et Serge Guérin, sociologue. Et je rappelle votre dernier livre, Et si les vieux sauvaient la planète, qui est paru chez Michalon. Je vous rappelle que les débats commencent à 10h et à 11h30, les médias avec Gilles Gansman et aujourd'hui les Chevaliers du Fiel. On va continuer notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Brice, c'est un coup de gueule, Brice Sokol. Moi, j'ai failli tomber de ma chaise ce week-end. Oui. Non, sérieusement. Est-ce que vous saviez que le gouvernement avait envisagé de taxer les pourboires des serveurs et des serveuses, des professionnels de la restauration? Hallucinant. On est dans un contexte quand même budgétaire particulier. Oui. On parle beaucoup du pouvoir d'achat, d'inégalité, on parle du pouvoir d'achat, la difficulté de recruter. Et Bercy, et la créativité de Bercy, envisageait de taxer les pourboires. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment scandaleux. Enfin, les pourboires ne sont pas des privilèges, c'est juste une reconnaissance du service par le client. Et comme le dit très justement Thierry Marx, il a dit mais ils veulent instaurer une taxe sourire. Et ça, c'est inadmissible. Ouais. Non, mais c'est insensé. C'est insensé. Et donc, mais ils le feront pas. Non, finalement, je pense qu'ils ne le feront pas. Ouais. Mais même comment ils peuvent le mesurer, puisque par essence, pourboire n'est pas déclaré. Donc, alors, si, parce que maintenant, désormais, vous pouvez, comme aux États-Unis, on vous demande si vous voulez payer par carte le pourboire, qui sont de moins en moins nombreux. Bien sûr, de moins en moins nombreux. Les gens en moyenne, c'est 40 € par an, pas à Paris, mais voilà. Ailleurs, 40 € par mois, excusez-moi, j'ai une bêtise, par mois, de pourboire, ce qui est très très peu. Ouais, très peu. Mais à un moment où vous avez une perte d'attractivité de ce métier, on cherche des serveurs et des serveuses partout, où on a une érosion du pouvoir d'achat, est-ce que c'était vraiment le moment d'imaginer cette nouvelle taxe sourire ? Je ne le crois pas. La taxe sourire, en plus le nom. C'est Thierry Marx, c'est pas moi. C'est assez invraisemblable. Gilles, vous, c'était un coup de gueule aussi. Ouais, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule qui devrait pas arriver dans un domaine qui est censé réconcilier les nations, les individus entre eux. C'est une jeune judokate championne de France dans sa catégorie junior de moins de 63 kilos, Doria Boursas, qui est un modèle parce que elle a un parcours fabuleux, elle vient de quartiers difficiles, issue elle-même de l'immigration. Enfin, il y a vraiment un parcours dans lequel des jeunes peuvent s'identifier et qui se retrouve en compétition, championnat d'Europe. En quart de finale à Bratislava, ce week-end, c'était vendredi exactement, contre une athlète israélienne.
Et au moment du salut, alors vous savez que le salut est réglementé en matière de judo, donc on se salue d'une manière rituelle, et l'usage, qui n'est pas obligatoire certes, mais l'usage, c'est qu'on se serre la main. Et au moment où la Française a salué, elle tourne immédiatement le dos à l'athlète israélienne et part en laissant l'autre la main tendue sans lui répondre. Donc on est dans une énième manifestation d'antisémitisme, il faut dire les choses comme elles sont. Et là, on voit bien que ce vent mauvais est en train de souffler sur notre pays d'une manière absolument irresponsable et particulièrement dangereuse. Donc, et touche surtout. La politique, c'est déjà odieux quand des partis comme LFI donnent prise à ces idées nauséabondes au nom de l'antisionisme. On sait très bien comment les choses se passent. On dit finalement, mais non, nous ne sommes pas contre les Juifs, nous sommes comme Israël, contre Israël, etc. Et on voit bien comment tout ça dévie vers le retour d'un antisémitisme qui devient quelque part, enfin qui essaie de se trouver une espèce de propreté, alors qu'il reste une idéologie nauséabonde, et c'est sans doute la plus vieille idéologie, en tout cas depuis 2000 ans, qui a fait le plus de morts en fait dans l'humanité. Et donc là, dans le sport, une gamine de 19 ans, une championne qui porte notre drapeau et dont on pourrait être fier, se comporte d'une manière totalement irresponsable et honteuse. Pour le moment, alors c'est bien évidemment en ce moment, tous les ministres sont un peu en train de faire leur carton. Là, je pense que des rouleaux de scotch sont sortis et les entreprises de déménagement sont déjà prévenues. Mais il me semble quand même que du côté du ministère du sport, des sports, pardon, on devrait avoir une réaction. À ma connaissance, au moment en tout cas je suis rentré dans votre studio, cette réaction n'avait pas encore eu lieu. La seule réaction officielle que j'ai vue, c'est celle de l'ambassadeur d'Israël qui a dit, écoutez là, ça dépasse les bornes, il faut absolument que des choses se passent. Parce que petit à petit, on est en train d'insinuer, d'instiller dans l'opinion publique que ces choses-là, finalement, parce qu'elles sont répétées, finiront par devenir habituel. Et c'est ça le grand risque. On a déjà dit ici, on a eu des débats ici sur cette montée de l'antisémitisme. Moi, je veux bien que M. Netanyahou n'ait pas à s'immiscer dans la vie intérieure politique française, mais quand il dénonce une montée de l'antisémitisme en France, il ne fait que reprendre une réalité, hélas, statistique. Depuis le 7 décembre, les actes antisémites explosent dans ce pays. Et ce qui s'est passé avec cette athlète française vendredi est un acte antisémite, appelons les choses par leur nom. Voilà, donc c'est vraiment le coup de gueule, mais c'est un coup de gueule avec cet exemple parmi tant d'autres, et hélas, la réaction officielle n'est pas assez forte aujourd'hui. Elle devrait débarquer immédiatement. Voilà, elle a refusé, le jour même, elle devrait débarquer. Et là, le week-end a passé, et personne du côté du gouvernement n'a encore réagi. Oui, mais c'est effectivement, moi aussi, ce qui m'a frappé, et ce qui me frappe ces derniers temps, c'est enfin, vous allez me dire, c'est pas ces derniers temps, ça fait un moment, mais l'importation du conflit israélo-palestinien qui est au cœur de la politique française. Vous voyez qu'il y a des députés, cet homme à Porte ou autre, qui ne tweetent que sur le conflit, que sur Gaza. C'est-à-dire que ça devient, et deux histoires qu'on m'a racontées ce week-end de rentrée scolaire, une enseignante qui se présente devant ses élèves, elle a un nom qui se termine, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, et les élèves lui disent « Vous êtes juive, madame ?» Chose qui ne lui était jamais arrivée. Et une de mes amies a sa petite fille, sa fille, oui, qui est dans une école qui est en 5e, et elle a une camarade à côté d'elle qui lui dit regarde mes cheveux, j'ai les cheveux bouclés, on dirait une juive. Enfin, c'est chez des gamins que cela infuse. Et puis pareil sur Besançon, je peux en redire un mot, c'est-à-dire ce salon du livre où il y a eu des pressions d'élus communistes et d'élus verts qui ont demandé à ce que Raphaël Enthoven ne soit pas invité après des propos qu'il a tenus sur Gaza. Qu'on soit d'accord ou pas avec Raphaël Enthoven, la défense de la liberté d'expression, elle s'inscrit dans le respect de la loi, et en démocratie, on peut pas faire autrement. Enfin, c'est invraisemblable. Et je ne pense pas non plus que la ministre de la Culture ait réagi sur cette affaire. On désinvite un auteur, un écrivain. Vous vouliez parler de Boualem Sansal, on rappelle qu'on a un écrivain qui est emprisonné pour ses idées. Enfin, et c'est vrai que cet antisémitisme, il est là, et bien là. Serge Guérin ? Oui, tout à fait. Et il est quand même propagé par un côté du bloc politique de manière quand même très très forte. Alors, juste sur cette histoire de judo, il y a eu au moment des Jeux Olympiques aussi un judoka qui avait refusé. Et puis j'avais discuté avec des sportifs, et il y a un qui me dit, mais tu sais, leur trouille, c'est d'être battu par un juif.
Et alors là, c'est la honte totale. Donc du coup, il y a aussi, donc ils préfèrent ne pas se battre en ne respectant pas les choses, plutôt que se faire battre. Vous voyez, il y a aussi ça, c'est-à-dire que il y a aussi un truc qui est super rude, quoi. Et si en plus ils gagnaient, vous voyez, il y a aussi tout ça. C'est la réaction d'Hitler face aux athlètes noirs au JO de 36, vous savez. Enfin, non mais vous voyez à quel point ça remue cette histoire absolument terrible de l'humanité. Et il y a peu de réactions. Les fédérations sportives sont quand même très discrètes, on va dire comme ça. Elles devraient être exclues par la Fédération française de judo. Bien sûr. Oui, moi, c'est très important ce que disait Gilles sur le rapport entre le sport et l'antisémitisme. Moi, je me souviens toujours dans l'histoire contemporaine récente, 1972, massacre de 11 athlètes israéliens par un commando palestinien. Ça a marqué vraiment durablement cette histoire funeste entre le sport et l'antisémitisme. Et voilà, il faut le rappeler. Et puis, si je peux me permettre, le président de la République va aux Nations Unies, je crois, à la fin du mois, pour reconnaître un État palestinien, je ne sais pas lequel, mais je pense qu'une de nos priorités aujourd'hui, et celle qu'on pourrait attendre du président de la République, c'est vraiment des actes forts et symboliques, des prises de parole pour lutter contre l'antisémitisme dans notre pays. Je pense que ça, c'est une priorité. C'est ce que souhaite une majorité de Français. Voilà, dans la hiérarchie des priorités, cette lutte contre l'antisémitisme... Depuis le 7 octobre, qui a été entretenu. Il ne vous a pas échappé qu'il ménage aussi une partie de sa population, de la population. Oui, mais je pense que quand on est un responsable politique, je pense qu'il faut avoir des convictions, il faut assumer ses convictions. Voilà, l'antisémitisme est un fléau. Voilà. Voilà, est un fléau, il faut lutter contre ce fléau, voilà, qui aujourd'hui instille par des forces politiques culturelle et sociale, toute la société. Et je pense qu'il faut rapidement y mettre fin. Il faut rappeler que c'est pas juste, on pourrait dire, c'est une histoire de juifs, mais pas du tout. Ça commence, d'abord on est tous solidaires les uns des autres, et puis ça commence, mais je rappelle à nos auditeurs qu'après les juifs, il y en a d'autres. Donc c'est aussi croire que c'est juste entre eux. Non, tout le monde s'y retrouve après. Et Valérie, vous avez cité ce qui se passait dans les écoles. Moi je pourrais juste quand même corroborer, en tant que maire, ce qui est en train de se passer. L'école aujourd'hui, et depuis quelques années, est un champ d'expérimentation, notamment pour les islamistes, tendance par exemple frères musulmans, qui ont jeté leur dévolu dans une bataille culturelle, mais dans le sein de l'éducation nationale. Il y a des stratégies qui sont pensées en France et depuis d'autres ramifications de la branche des branches des frères musulmans. Et donc aujourd'hui, effectivement, on pousse les enfants à contester les savoirs, à faire monter la pression dans les cours, à faire la police entre eux dans les salles de classe et dans les cantines. Il y a des polices alimentaires qui sont menées par les gamins. Si l'un a le malheur de manger une tranche de jambon, il est immédiatement conspué par ceux qui n'en mangent pas. Donc si vous voulez, il faut voir ce qui est en train de se passer. C'est quelque part une radicalisation des rapports sociaux. On ne parle pas d'attentat là. On est bien sur une bataille culturelle. Et quand une enfant, parce que, excusez-moi, alors c'est une sportive accomplie, c'est une fierté pour nous, et encore une fois, tant mieux pour son parcours sportif qui peut être montré en exemple, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand une ado ou une jeune adulte de 19 ans fait ce geste-là, elle a aussi un contre-exemple qu'elle donne à toute cette jeunesse. Donc on est en train de renverser complètement la valeur positive qu'elle est en train de porter. Mais j'insiste beaucoup là-dessus, parce que vous avez cité ces deux exemples. Les enfants aujourd'hui sont sous pression à l'école pour rédire les relations entre eux, et notamment, évidemment, en ramenant la question de l'antisémitisme comme une donnée quotidienne dans certains établissements. Laurence, vous nous le direz dans un instant, on va vous retrouver et vous nous direz effectivement, vous avez enquêté justement sur l'entrisme à frontière de certains partis politiques, et on va y revenir dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlions donc de cet entrisme islamiste qui fait qu'il y a une montée de l'antisémitisme très clairement, l'importation également du conflit israélo-palestinien. Et Jules Laurence voulait réagir, donc c'était le coup de gueule de Gilles, je rappelle, une judokate française, Doria Boursas, qui a refusé lors des championnats d'Europe junior à Bratislava de serrer la main
main de son adversaire israélien. Et je pense qu'il faut remettre au cœur de ce débat la question de ce qu'on appelle le concept de fenêtre d'Overton. C'est-à-dire c'est une fenêtre qui permet de mesurer ce qui était avant impensable, inacceptable, et ce qui devient aujourd'hui pensable, acceptable dans une société. Et finalement, ces manifestations, ces revendications politiques lors d'événements aujourd'hui sportifs, comme on le voit avec cette judoka, comme on peut le voir, vous savez, dans les stades de foot, où finalement il y a des appels, certains partis à boycotter l'équipe d'Israël, comme on le voit dans certains festivals, où finalement il y a des artistes comme Amir et d'autres qui ne sont plus programmés, qui sont déprogrammés. Finalement, au cœur de ça, on est en train de rendre finalement des comportements antisémites acceptables au sein de la société française. Et derrière, on parlait de la question de l'autorité. On a un président qui est incapable aujourd'hui dans ses communiqués, lorsqu'il parle de la question de l'antisémitisme, de nommer réellement les sources de l'antisémitisme. Lorsqu'il, par exemple, s'adresse à Benyamin Netanyahou, il répond justement sur la question intérieure française. Il met presque sur le même plan aujourd'hui la responsabilité de l'extrême droite et de l'extrême gauche, en disant d'ailleurs qu'il y a un antisémitisme historique d'extrême droite, mais aussi un antisémitisme historique d'extrême gauche. Vous savez, il y a beaucoup d'auteurs, Bakounine, Proudhon et autres qui ont été antisémites. Et il est incapable évidemment de nommer aussi la question islamiste aujourd'hui en France, de l'entrisme des frères musulmans, qui ont dans leur projet un projet tout à fait antisémite, avec les sourates, les autres choses qui sont faites, et ils veulent aujourd'hui boycotter. Et Macron, il a laissé prospérer tout un écosystème d'associations aussi, vous savez, lors des manifestations de la France Insoumise. Je pense à Urgence Palestine, qui est aujourd'hui en cours de dissolution. Je pense au collectif Palestine Vaincra et d'autres qui ont pu, dans la place de la République, dans les grandes villes de France, les 10 plus grandes villes de France aujourd'hui, manifester, arracher les affiches des otages, coller des affiches qui font de l'apologie du terrorisme, avoir des revendications, vous savez, d'intifada de Paris jusqu'à Marseille. Ils ont trouvé en plus de ça un écho politique au sein d'un parti qui s'appelle la France Insoumise, et dont, je le rappelle, les collaborateurs font partie également de toutes ces associations qui sont des réseaux pro-Hamas. Donc en fait, quand on s'attarde même à la question de l'antisémitisme aujourd'hui, souvent on parle, vous savez, de la tête de la France Insoumise, on parle de Ercilia Soudé, on parle de Sébastien Delogu, mais finalement ces gens-là, ils s'alignent sur leur base, ils s'alignent sur les gens qu'ils fréquentent, sur les collaborateurs qui sont autour d'eux, sur ceux qui les poussent à plus de radicalité. Lorsque Ercilia Soudé énonce justement, prend des propositions qui flirtent avec l'antisémitisme, elle a aucun de ses collaborateurs qui vont lui dire mais arrête maintenant, tu vas trop loin. Non, il la pousse à aller là-dedans. Donc vous voyez, Emmanuel Macron, c'est le grand responsable avec son péché originel de ne pas être allé marcher évidemment à la marche contre l'antisémitisme en 2024. À ce moment-là, en fait, il aurait dû figer la situation, il aurait dû marquer de son autorité, et il a laissé couler ce moment historique où il aurait dû justement reprendre le contrôle de la question antisémite en France. Non, mais ce qu'on se disait, c'est un problème d'autorité, très clairement. Très clairement, on a laissé faire et on continue de laisser faire sans réagir. Oui, juste pour boucler avec le vote de confiance, c'est que il faut dire à nos auditeurs qu'en fait tous les projets de loi en cours et à venir sont stoppés. Oui. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, c'est ce que nous disait notre auditeur tout à l'heure. Tout va être bloqué. On parlait le projet de loi contre l'entrisme islamiste qui était à l'ordre du jour est arrêté. Le projet de loi pour renforcer le pouvoir des polices municipales est arrêté, la justice de focus sécurité, la simplification, tout le projet de loi sur la simplification de la procédure pénale engagée par M. Darmanin est aussi arrêté. Donc il faut bien prendre conscience que tous ces sujets-là sont à l'arrêt à un moment où la France a besoin, où les Français ont besoin d'autorité, d'être réassurés et de retrouver de la confiance. Donc le vote de confiance, c'est pas qu'un changement de gouvernement, c'est aussi un certain nombre de projets législatifs qui sont à l'arrêt. Oui. Serge. Je vais très vite. Oui. En fait, j'ai réagi. C'est très intéressant cette histoire d'autorité. Oui. Les jeunes sont les plus en demande d'autorité. Ils n'arrivent pas à arriver à l'heure en cours, mais en revanche, ils demandent de l'autorité. Il y a aussi cet élément-là. Ils en ont envie, ils en ont besoin. Alors pas une autorité n'importe comment, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe autour de là, qui est d'ailleurs aussi une interrogation. Parce que par exemple, quand vous demandez mais est-ce que la démocratie c'est le modèle le plus intéressant, il y en a beaucoup qui vous disent pas plus que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi plein de repères qui se perdent complètement par rapport à ça. Moi je pourrais répondre à ce que vous dites. Je pense que la majorité de Français aujourd'hui ont besoin qu'on leur raconte un nouveau récit collectif. Voilà, vous avez le récit collectif de l'extrême gauche avec leur Nouvelle France. Vous avez le récit collectif d'une droite nationaliste. Et vous avez un bloc central qui aujourd'hui, en 2 ans, va avoir du mal de raconter un nouveau récit collectif. Voilà, ils sortent de 10 ans de gouvernement. Et donc, est-ce que demain, à quelques mois, à 18 mois des élections présidentielles, on sait qu'on va avoir ces 2 récits collectifs, l'un contre l'autre? La vraie question, c'est que est-ce que en 1 an et demi, 2 ans, ce bloc central aura ou a le temps
de proposer un nouveau récit collectif pour les Français. Je pense que le sujet de fond, il est là aujourd'hui. Est-ce qu'il en aura envie? Et est-ce qu'il en aura envie? Est-ce qu'il en aura la capacité et, on va dire, un grand mot ou un gros mot, le courage. Et la Voilà. légitimité. Le courage. Serge Guérin, votre coup de projecteur. Oui. C'était juste comme ça, c'est les termes. Vous savez, mon vieux camarade Albert Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. Et c'est revenu encore, il y a un ancien ministre de la Justice qui en a beaucoup parlé, la notion de sentiment d'insécurité. Donc, quand je dis il y a un sentiment, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Oui. Et que donc les gens se trompent, ils sont un peu bêtes, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est quand même très intéressant ces termes qui permettent de ne pas dire les choses. C'est une notion d'autorité, ne pas dire les choses, ne pas nommer les choses. Voilà. Et donc je voulais juste revenir là-dessus. Et ce dont on a parlé, c'est beaucoup là-dessus. On a beaucoup parlé d'insécurité et tout ça. Mais ce qui m'amuse, c'est quand je regarde des gens qui ont dit garde du corps autour d'eux, qui expliquent qu'il y a un sentiment d'insécurité. S'il n'y avait pas de sentiment d'insécurité, ils seraient tout seuls. Voilà. Donc on voit bien aussi qu'il y a... Et donc c'est aussi toujours ce mépris. Enfin, moi je ne crois pas du tout que les politiques soient hors sol ou que les dirigeants soient hors sol. Ils sont au sous-sol plutôt. Voilà. Et il se passe quelque chose, mais donc ils n'assument pas les choses. Et donc ils ne veulent pas entendre le réel. Et tant qu'on nie le réel, on ne peut pas avancer. Et puis les gens n'ont pas confiance, justement. Attends, il nous raconte n'importe quoi, il ne sait pas de quoi il parle, et ainsi de suite. On l'a eu avec la question du faciès, enfin, avec plein de choses comme ça, on ne parle pas. Or, les gens, 80% de la population, ils subissent, ils voient. Donc du coup, ce sentiment, c'est insupportable pour ces personnes-là. Et donc je pense que là aussi, dans le récit, il faut aussi prendre... Encore une fois, c'est une question de lucidité. Il faut prendre les choses et à partir de là seulement, on essaie de trouver la réponse. Mais la lucidité n'est pas une opinion. Les faits ne sont pas une opinion, justement. Non. Ce sont les faits. Et à partir de là, on peut avoir des regards différents, et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait un débat démocratique. Mais il n'y a pas de débat démocratique si on ne se met pas d'accord. Si par exemple, on nie que l'antisémitisme est en train d'augmenter, on ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de faits. Si on nie qu'il n'y a pas d'endettement, ça va être compliqué. Vous voyez, donc on a vraiment un problème avec ça. Oui. Sentiment non, mais on en revient, sentiment entièrement partagé, conviction entièrement partagée. Parce que c'est pas un sentiment ce que vous êtes en train d'exprimer. Je pense que cette dérive, en fait, elle est assez ancrée quand même dans notre pays. Elle ne tient pas uniquement à l'arrivée de M. Macron au pouvoir. C'est une dérive qui a commencé, je pense, dans les années 70, qui s'est accélérée dans les années 80, et qui s'est doublée surtout d'une espèce de morale ou de moraline qui a empêché, en fait, de mettre des mots sur le réel en extrême droitisant les propos qui gênaient finalement une espèce de caste au pouvoir. Mais cette pratique d'ailleurs a débordé très largement. Elle est partie de la gauche, mais elle a débordé sur une partie de la droite aussi. Que n'ai-je entendu quand j'ai pris ma décision de suppression des places de substitution? Valérie, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à m'inviter en 2015. Que n'ai-je entendu dans mon propre parti politique de l'époque? Que n'ai-je entendu quand j'ai dit qu'il y avait des avons qui devient une incapacité à agir, mais à empêcher de dire les choses? C'est d'abord, je pense effectivement, ce confort d'une espèce de morale politique qu'on croit majoritaire, et puis c'est surtout à la base, mais je crois qu'on a déjà dit ça tout à l'heure, mais le manque de courage. Parce que si vous êtes courageux, vous dites les choses, vous dérangez, vous allez être conspué, mais vous dites les choses. Et c'est ce que les Français attendent par-dessus tout. Ils sont prêts à entendre des idées de droite ou de gauche si elles sont sincères. Aujourd'hui, dites-moi quelles idées sont dites sincèrement dans ce pays. Eh bien voilà, on revient toujours au même problème. C'est un vrai problème d'épuisement d'une classe politique. C'est déjà arrivé dans notre histoire. C'est l'historien qui vous le dit. C'est déjà arrivé dans notre histoire. Il y a des cycles comme ça. Ils sont irréguliers. Mais on est dans un cycle, justement, où la parole publique est discréditée, décrédibilisée parce qu'elle n'a plus de fondement avec le réel. Elle ne repose plus sur le courage des acteurs. Donc il y a effectivement un gros travail de renouvellement. Ça se fait pas en un instant. Ça se fera pas en 18 mois. Mais ce travail, il faut à un moment donné que les gens de bonne volonté essayent de le mener. Il faut qu'une nouvelle génération arrive. Il ne faut pas que l'ancienne essaye de la mettre sur le boisseau. Et si on nous annonce un ministre, un Premier ministre qui va encore avoir pratiquement un tiers de génération d'écart en plus que celui que nous avons aujourd'hui, puisque vous nous disiez tout à l'heure que peut-être Monsieur Le Drian, à 78 ans, serait sur la piste. Alors moi, j'ai pas de problème sur l'âge, mais à un moment donné, il faut aussi renouveler, quoi. Voilà. Ouais. Courage, c'était peut-être le mot du jour, puisqu'on l'a beaucoup prononcé aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Dans un instant, l'émission Média avec Gilles Gansman, et nous recevons les Chevaliers du Fiel. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.